Bienvenue à ce premier rendez-vous de Noé. Mais qui est Noé? Noé est une association fondée en septembre 2014 à la Chèvrerie à Dompierre-sur-Mer. C'est un laboratoire d'idées qui part de la théorie que chaque habitant de notre agglomération possède en lui une expertise qui est liée à son parcours de vie, à ses réussites, mais aussi à ses échecs. Il n'existe personne de plus qualifié que chacun d'entre nous pour parler de notre territoire, de notre quartier, de nos voisins, des enjeux qui s'y trouvent, car justement, nous y vivons. Et c'est en amalgamant nos connaissances, en synthétisant notre expertise, que nous pouvons réfléchir à un meilleur vivre ensemble, durable, et répondant aux observations, préoccupations, indignations, et en les transformant en propositions. Noé, pour nouvelle option économique, écologique et sociale, est indépendant de tout parti politique, mais comme vous l'avez compris, ce laboratoire d'idées invite tous les citoyens de notre bassin de vie à se préoccuper de la politique au sens local du terme. On retrouve bien là l'étymologie du mot, ce qui concerne les citoyens. Les rendez-vous de Noé est une émission en collaboration avec RCF, Web TV Info et Noé, dont le fil conducteur sera l'économie de la mer. Aujourd'hui, le sujet de cette émission est l'enjeu des énergies marines. Pour ce faire, je reçois Gérard Gouron, professeur d'économie et sociale, conseiller municipal délégué de la ville de La Rochelle, énergie, transition énergétique, éclairage public. Notre économie, Gérard, est entièrement basée sur l'énergie. Alors, monsieur Gérard Gouron, quel est l'enjeu du développement des énergies renouvelables? D'abord, merci de me recevoir, Alix René, pour cette première émission. Je serais tenté de dire que l'enjeu des énergies renouvelables, il est multiple. Premier enjeu, un agir local pour respecter nos engagements planétaires, nationaux et internationaux. La loi sur la transition énergétique et la croissance verte et la COP 21. Ça, c'est quelque chose d'important pour réduire le réchauffement climatique. Mais c'est surtout un enjeu économique. Enjeu économique à plusieurs niveaux. Les énergies fossiles, on sait que ces énergies fossiles sont épuisables. On sait qu'à l'horizon 100, 100 ans, 150 ans, ces énergies n'existeront plus. Donc il faut tout de suite changer de modèle et passer aux énergies renouvelables. D'autre part, la rareté de ces ressources va induire à terme, même si actuellement les énergies fossiles ont un prix relativement faible, du fait notamment du développement de production de gaz de schiste, on sait très justement que ces énergies vont à terme voir leur prix exploser. Le prix de l'énergie du nucléaire également va exploser, puisque normalement les investissements et les difficultés de notre opérateur national vont faire en sorte qu'il va être obligé d'augmenter ses prix au sein notamment d'une Union européenne qui vise à faire en sorte qu'il y ait une vérité des prix sur le marché. D'accord, la France a fait le choix de son indépendance énergétique grâce à l'énergie nucléaire. Et avec les EPR, doit-on pas persévérer dans cette voie? Comme je disais tout à l'heure, je crois que ça serait une erreur. D'abord, l'uranium reste une énergie fossile. Donc forcément, elle est épuisable, elle est rare, au même titre que le pétrole et le gaz. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, persister dans l'énergie nucléaire, c'est normalement remettre les centrales nucléaires à un niveau de sécurité tel, c'est prolonger ces énergies, ces centrales nucléaires, notamment de 10 ans, c'est-à-dire induire des investissements et des coûts qui sont énormes, avec des risques que l'on connaît, puisque nous savons tous, nous avons tous en mémoire, notamment Tchernobyl et Fukushima plus récemment. D'accord ? Donc l'idée, si vous voulez, c'est de développer des énergies renouvelables dont on sait que le prix également risque d'augmenter, bien évidemment, mais à terme, on va dire qu'avec les économies d'échelle que l'on peut faire avec ces énergies, forcément le prix risque de avoir un avantage plutôt de faire en sorte qu'il soit un bien meilleur marché que le prix du nucléaire. D'ailleurs, je crois qu'à horizon 2020-2030, il y aura un croisement des chemins de ces prix. D'accord. Donc, je rappelle pour les auditeurs qui arrivent sur l'émission, hein, les rendez-vous de Noé reçoivent Monsieur Gérard Gouron et nous parlons énergie. Le nucléaire ne semble plus être la panacée pour rester compétitif. La France doit bénéficier d'une énergie à bas coût
Quelle politique énergétique doit-on poursuivre et pourquoi? Voilà la question qui nous est posée. Donc La Rochelle, c'est une ville ensoleillée, où il y a du vent. Alors, quelle est la politique qu'on doit suivre localement? La question est intéressante parce que vous prenez le problème et la problématique notamment par la production d'énergie renouvelable. Vous dites le solaire, le vent, donc on va faire de la production renouvelable. Je crois que d'abord, la première des politiques énergétiques à mener, c'est de baisser les consommations énergétiques. Je vous rappelle que dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, l'horizon, c'est de baisser la consommation énergétique de 50% entre 1990 et 2050. Oui, Entre Négawatt, 2012 et 2050. D'accord. Négawatt parle du 20-20-20. Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu. Alors je crois que le 20-20-20 est déjà dépassé. D'accord. Je crois que le 20-20-20 est déjà dépassé puisque c'est réduction de 20% des gaz à effet de serre, c'est réduction de la consommation de 20%, consommation énergétique de 20%, et c'est une part d'énergie renouvelable de 20%. Or, nous en sommes dans la loi sur la transition énergétique à 32% pour la part des énergies renouvelables dans dans la production. Nous en sommes à une division par 4 des gaz à effet de serre et à une division par 2 donc, de la consommation énergétique. Donc on va beaucoup plus loin que ces 3 fois 20. Et je voudrais dire que la meilleure énergie, tout le monde le sait, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et je crois que c'est important de faire en sorte de mener une politique énergétique d'investissement dans 2 domaines. La première, c'est une politique ambitieuse d'investissement de rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est fondamental, puisque la chaleur, et notamment la chaleur électrique, est une grosse dépense de nos ménages. La deuxième, c'est de sensibiliser la population, de mener une politique d'investissement pour éduquer, informer et sensibiliser cette population, notamment à cette baisse de la consommation énergétique. Une fois qu'on a fait ça, on peut effectivement réfléchir, mais c'est parallèle bien sûr, au développement de la production d'énergie renouvelable, je crois qui nous intéresse actuellement, à savoir l'éolien, le solaire, mais ne restons pas sur ces 2 énergies renouvelables phares. Je pense qu'on peut penser à autre chose. D'accord. Alors en effet, les énergies aussi bien éoliennes que photovoltaïques, la problématique c'est qu'elles sont intermittentes. Enfin, on peut l'imaginer, hein, le photovoltaïque la nuit, ça marche pas. On connaît pas encore les possibilités de stockage durable, enfin localement. On peut avoir des barrages hydroélectriques et remonter l'eau dans les barrages le jour pour avoir une production la nuit d'électricité. Mais il faut peut-être se poser la question aussi de l'augmentation de nos besoins énergétiques, hein. Alors, est-ce qu'il y a encore une augmentation des besoins en France, ou est-ce qu'on est arrivé à stabiliser la courbe des besoins énergétiques? Comment ça se passe? La population continue à croître? Alors, toute l'interrogation, on va dire, par rapport à ces besoins, elle est double. Alors, elle est d'abord par rapport à une augmentation de la population, mais si vous diminuez la part de la consommation énergétique, si vous faites un effort sur la diminution de cette consommation énergétique, vous résolvez une partie du problème. L'inconnu, à mon avis, c'est notamment tout le développement de ce qu'on appelle les smart grids, et notamment toute la ville intelligente. En effet, il me semble que ce développement risque d'entraîner une augmentation importante de la consommation énergétique. Alors, contrairement à ce que vous disiez, je pense que le solaire et l'éolien, je suis tout à fait d'accord avec vous, pardon, c'est quelque chose qui est, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'éolien et le solaire sont des énergies qui sont intermittentes. Il existe quand même une possibilité de stockage qui est envisagée et envisageable et qui est, je pense, une énergie d'avenir, c'est par l'hydrogène. Je suppose que vous connaissez le procédé, et c'est des procédés notamment qui sont développés dans la région Rhône-Alpes en ce moment. Oui, et je crois que l'université de Poitiers est extrêmement avancée là-dessus, Voilà. puisqu'il y a un laboratoire sur les piles à énergie hydrogène, qui est l'un des plus importants au niveau européen. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, il y a quand même cet espoir-là de stockage. Et puis, à côté de l'énergie solaire et l'énergie éolienne, il y a d'autres types d'énergie qui sont importantes aussi à développer et qu'on n'a pas encore, que nous n'avons pas encore développé. Je crois beaucoup notamment, je crois qu'il faut distinguer la production de chaleur et la production d'électricité.
Et je crois que là où nous avons un avenir fort, c'est dans la production de chaleur. Nous avons des ressources inépuisables de chaleur par la géothermie, par le développement des énergies rares, excusez-moi, des eaux grises, aidez-moi, Oui. le développement. Donc nous avons des ressources de chaleur inépuisables. Développement par la géothermie, par les énergies fatales, très importantes notamment. Et donc ce développement de ces énergies de chaleur ne sont pas à négliger. C'est quoi les énergies fatales? Parce que je... Les énergies fatales, c'est tout ce que nous produisons en chaleur, notamment, et qui peut être récupérable. On est dans la problématique de l'économie circulaire. C'est par exemple, notamment, tout ce que peuvent produire les data centers, et qui peuvent être récupérés, par exemple, sous forme, par exemple, de radiateurs. C'est notamment tout ce que nous produisons en eau chaude, après nos toilettes, nos douches quotidiennes, nos bains quotidiens, récupérer ces calories qui s'en vont notamment dans la mer. Donc toutes ces énergies fatales qui permettent de développer, je pense, de la production de chaleur de manière inépuisable. Les rendez-vous de Noé reçoivent Monsieur Gérard Gouron, conseiller municipal délégué à la ville de La Rochelle, hein, énergie, transition énergétique, éclairage public, hein, et professeur d'économie sociale. Et notre sujet du jour, donc, c'est, vous l'avez compris, les énergies. Et moi, j'ai une question par rapport au transport, puisque aujourd'hui, le transport est très consommateur en énergie. On nous parle de véhicules électriques, hein, donc il va falloir à nouveau, peut-être, on va avoir des besoins supplémentaires en énergie, même si on fait l'économie énergétique sur les bâtiments, etc. Alors, comment on gère aussi cet enjeu-là au niveau national et au niveau local? Enfin, comment on prépare? Est-ce que ça se prépare? Voilà. Ça se prépare, je crois que la ville de La Rochelle et la CDA de La Rochelle le préparent, hein, puisque toute une politique est menée, qui est une politique historique d'ailleurs de développement de la mobilité douce, et notamment également du développement de la mobilité collective, avec un nouveau réseau de bus CDA qui verra le jour en 2017. Donc il y a une préparation bien évidemment de cet enjeu énergétique. Je tentais de dire que là aussi, sur la mobilité, deux aspects. D'abord, réduire la consommation énergétique de notre mobilité, c'est ce que je viens de dire, développer la piétonisation dans les villes, développer l'usage du vélo dans les villes, pas forcément électrique, hein. Il faut aussi savoir faire du sport. C'est développer également les transports collectifs, le covoiturage, toute forme donc de développement de mobilité qui vise à diminuer la consommation énergétique de ce secteur. Bien évidemment, deuxième aspect, de la même manière que dans le bâtiment, développer la production d'énergie renouvelable. Et là, je pense que la voiture électrique, on peut la coupler notamment avec l'énergie solaire. Hein, ne pas oublier quand même qu'il existe ce qu'on appelle des ombrières photovoltaïques qui permettent de compenser, on va dire, le manque sur l'électricité. Recouvrir les parkings. Recouvrir les parkings, recouvrir les toitures, voilà, qui permettent effectivement d'alimenter avec de l'énergie renouvelable cette mobilité. Il y a ce que vous soulignez tout à l'heure et ce dont on a parlé déjà, le développement de la pile combustible. Je rappelais notamment cette expérience qui est menée en région Rhône-Alpes, notamment, où vous avez le développement maintenant de voitures hybrides. Mais quand on parle de voitures hybrides en région Rhône-Alpes, c'est le solaire et l'hydrogène. Donc de l'innovation, là encore, dans le carburant. Il ne faut pas non plus négliger une autre source importante d'énergie renouvelable, c'est la méthanisation, avec le développement donc du biogaz, hein, qui peut être aussi un carburant renouvelable pour nos mobilités futures. D'accord. En parlant de méthanisation, je crois qu'il y avait un projet de centrale de méthanisation sur l'agglomération. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que la ville, est-ce que la CDA aujourd'hui réfléchit à une méthanisation de nos poubelles? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? En Alsace, Danny Dietman a imposé une méthode au moins à un des départements de l'Alsace. Alors, je ne sais pas s'il faut parler aujourd'hui d'Alsace, puisque la région, je crois, a changé de dénomination. Voilà, donc Alors, où on en est alors, des réflexions sont menées quant à l'utilisation de nos déchets et de l'ensemble de nos déchets sur la CDA.
concernant notamment l'utilisation des déchets verts. J'ai bon espoir quand même que le projet de Sainte-Soule puisse arriver à terme. Je crois le gros problème actuellement, c'est un problème de financement. Et toutes les autres obstacles me semblent avoir été levés. Et là, j'ai bon espoir que la région puisse un petit peu s'emparer de ce projet et le faire vivre, parce que c'est vrai que sur notre région, on va dire, notre département et notamment, nous sommes plutôt faibles là-dessus. Vous nous rappelez ce qu'est le projet de Sainte-Soule, peut-être? Un Le mot? projet en un mot, c'est, si j'ai bien compris, c'est l'union de plusieurs agriculteurs qui vise à développer donc un projet de méthanisation, c'est-à-dire de récupération des déchets verts, hein, ce qu'on appelle la biomasse, et de produire donc à partir de ces déchets verts, donc de la chaleur, du gaz, à partir de la transformation de ces déchets verts et notamment également des déchets qui pourront être réutilisés dans l'agriculture. Donc là encore, un beau projet d'économie circulaire. Oui, je crois que alors ils sont 7 agriculteurs et ça pourrait faire rouler 80 bus de la CDA au méthane. Donc c'est quand même un projet qui économiquement, je suppose, est très important, qui devrait être regardé par la CDA et par la municipalité comme une bénédiction. Enfin, Alors, il est regardé par la CDA, ça c'est sûr. Il est regardé par la mairie de Sainte-Soule aussi, je pense. Et puis, je crois que il faut trouver les financements et ils seront trouvés, j'espère. Les rendez-vous de Noé reçoivent Monsieur Gérard Gouron et nous parlons énergie. Et donc la question évidemment très locale, c'est on est au bord de la mer. Alors quel devrait être notre panier énergétique et les énergies marines, on en parle ou... On en parle, on agit même. On ne fait pas qu'en parler, hein, puisque une des premières décisions que j'ai prises en tant que conseiller, c'est de, de développer, de demander une étude, notamment d'implantation d'une hydrolienne sur le port de plaisance de La Rochelle, puisque nous avons une start-up qui s'appelle Ecocinétique sur le domaine de La Rochelle. Malheureusement, l'étude n'a pas donné de résultat, puisque le courant au sein du port de La Rochelle n'est pas suffisamment important, hein. On était quand même au stade expérimental, c'est ce qu'on appelle une pico-hydrolienne, c'est-à-dire une petite hydrolienne qui aurait pu être, on va dire, un produit phare justement au niveau innovation et au niveau image des énergies marines de La Rochelle. Ça n'a pas été le cas. Ces pico-hydroliennes sont plutôt fonctionnelles sur des rivières notamment. Je pense qu'on a un gisement important, mais ça c'est à vérifier, notamment sur le pont de l'île de Ré également, hein, puisque j'ai eu la chance de visiter notamment une ferme hydrolienne expérimentale sous le pont de Pierre à Bordeaux, un investissement de d'1,7 million d'euros sur cette ferme expérimentale où là on essaie de voir justement comment développer cette énergie hydrolienne. Je rappelle que l'hydrolienne c'est bien sûr de l'éolien mais dans la mer. Alors ce n'est pas un projet directement sur la CDA, le territoire, mais je crois qu'il y a eu deux grosses hydroliennes, notamment au large de Paimpol, qui ont été des mises en place. CNS, Voilà, des 12, voilà. 12 mégawatts. 16 mètres de diamètre. Oui. Et la baie d'Étré, elle pourrait pas être équipée en hydrolienne parce qu'elle se vide, enfin c'est une masse d'eau énorme qui se vide et qui tous les jours, enfin en continu, ou qui au contraire accueille de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité marémotrice quoi, importante sur des micro hydroliennes. Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Alors, mon expertise technique est très limitée, hein, donc là, je vais avoir du mal à vous répondre au niveau technique. De ce que j'ai pu comprendre de l'étude qui a été menée dans le port de La Rochelle, j'ai bien peur que la réponse soit non. Sous couvert, bien sûr, d'expertise technique plus approfondie. Mais je crois que le courant de la marée ne semble pas suffisamment important pour développer de l'énergie à ce niveau-là. D'accord, Je parle pour l'hydrolienne, hein. d'accord. Je crois qu'il y avait aussi le projet d'un champ éolien offshore assez important au large de l'île de Léron, de 60 à 80 éoliennes, hein, soit
c'est ça. 500 Oui. mégawatts, hein, donc de quoi fournir en énergie les 650 000 habitants de la Charente-Maritime. Oui. C'est pas rien. Voilà. Aujourd'hui, on en est où de ce projet? Alors c'est un beau projet innovateur, important, difficile à mener parce il a fallu trouver une zone où l'impact environnemental est le plus faible. Il a fallu trouver une zone où vous pouvez mettre des... Alors le taux où il y a suffisamment de vent, hein, et là, On est la dans une ferme région hydrolienne, sous c'est vent. 95%. 95% du temps, hein. Donc là, c'est un beau projet par rapport à ça. Je crois qu'il n'a pas été retenu dans le troisième appel d'offres de Madame Ségolène Royal. Hein, je crois que c'est Dunkerque qui a été retenu, mais nous avons bon espoir peut-être pour un quatrième appel d'offres. D'accord, très bien. Alors, il existe plein d'autres énergies maritimes, houlomotrices, la thalassothermie. Il me semble que le MUSEM se chauffe aujourd'hui à l'eau de mer, que le quartier Euro-Méditerranée de Marseille est aussi avec un projet Engie et que ce sont dès cette année plus de 500 logements qui vont être chauffés grâce à la chaleur récupérée dans la mer. Euh, on a l'océan. L'océan, voilà, il est toujours à température à peu près constante. C'est quasiment, je suppose, plus intéressant de pomper des calories dans l'océan que dans l'atmosphère. Enfin, La thalassothermie, c'est la différence de température, hein, entre la surface non. et La la profondeur, non? non, ça c'est l'océanothermie, je Oui. crois. Mais la thalassothermie, c'est en fait une pompe à chaleur qui capte les calories comme une pompe à chaleur dans l'air. Oui, alors je vais vous faire plaisir, hein. Je vais vous faire plaisir puisque il y a une étude qui est menée notamment pour savoir si nous pourrions utiliser cette énergie-là pour éventuellement un troisième réseau de chaleur à La Rochelle. Ah ouais, d'accord. Donc Vous êtes dans le projet. on est dans la prospective. Je crois que pour ces énergies, on reste au niveau essentiellement prospectif, mais là on y réfléchit bien évidemment sérieusement. L'houlomotrice, donc les vagues. À ma euh, connaissance, pas de Pas dans le Pertuis, de projet toute ni façon. national ni à La Rochelle. C'est difficile. Pas dans le Pertuis où il n'y a pas Non, beaucoup de voilà, vagues. Osmotique, hein, la différence de salinité, c'est aussi des choses qui c'est sont... pareil, je crois qu'on est dans l'expérimental, on est Ouais. dans la réflexion, et là, rien de ça sur le territoire en tout cas, pour l'instant. Alors, quelle conclusion doit-on avoir sur les énergies marines et sur l'avenir de notre agglomération? Donc, Monsieur Gérard Gouron, professeur d'économie et sociale, conseiller municipal, délégué de la ville de La Rochelle, énergie, transition énergétique et éclairage public. Si, Je vais citer Alain Vidaliès, qui est secrétaire d'État chargé de cette problématique, notamment, qui dit: la mer est une ressource, un investissement et un domaine à protéger. Et je crois que les énergies marines, c'est ça. Ils sont à confluence de. C'est une ressource potentielle formidable. Donc, il faut vraiment l'utiliser telle qu'elle, et c'est un avenir potentiel. Pour l'instant, on est dans l'expérimentation, mais il ne faut surtout pas louper. S'il y a quelque chose à faire, il faut s'en saisir. La deuxième chose, c'est que c'est un investissement. Donc, c'est de l'argent, c'est de la rentabilité, et c'est aussi, attention, des conflits éventuels d'utilisation du territoire. L'énergie marine, c'est aussi la pêche, c'est l'ostriculture, notamment ici, c'est la mytiliculture, c'est le port industriel, c'est le port de commerce. Donc, il risque d'y avoir des conflits d'utilisation. Donc là, attention à bien faire en sorte de, que comment tous dire, les usagers voilà, puissent avoir un usage de la mer et un usage conjoint. voilà, J'entends sans bien. qu'il y ait de perdition pour l'un ou pour l'autre, et sans également que l'environnement ne soit touché. On Et pâtisse. là, c'est pas facile. Mais c'est un grand challenge et un beau défi à mener pour l'avenir. Et est-ce que les prix de ces énergies, qui sont, donc, si j'ai bien compris, pour la plupart expérimentales, permettront demain d'avoir une agglomération autonome énergétiquement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, est-ce que c'est seulement le prix qui fait l'intérêt de l'autonomie? On peut effectivement raisonner en termes économiques, mais on peut également raisonner en termes sociétal. Et quand on mène par exemple des marchés publics sur le développement durable, le prix n'est qu'un indicateur de ce marché public, n'est pas le seul. Et là, je pense qu'il faut raisonner aussi
certes avec le prix, mais pas seulement avec le prix pour développer ces énergies marines. D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Gérard Gouron. Merci à Euh, vous. c- à très bientôt pour un prochain rendez-vous de Noé sur l'économie de la mer. Merci beaucoup. Au revoir.